Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Les Acteurs de l'écho, l'émission hebdomadaire d'LN24 consacrée à ceux qui créent les entreprises, à ceux qui développent et à ceux qui les gèrent. Voilà, alors aujourd'hui, nous vous proposons de parler assurance. Assurance pour entreprise, bien sûr, c'est les acteurs de l'écho, et notamment du rôle du courtier. Alors comment est-ce que ce courtier peut-il être le partenaire de l'entreprise, rendre les risques de la PME, de la grande entreprise acceptables, gérables? Existe-t-il des courtiers spécialisés pour les entreprises? Existe-t-il des checklists pour permettre aux entreprises d'évaluer leur couverture, leurs risques? Est-ce que de nouveaux produits se développent, par exemple pour couvrir les nouveaux risques sont la cybersécurité? Est-ce que les entreprises auraient pu être mieux couvertes face aux risques liés au Covid? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, mais aussi nous interroger sur le futur de ces courtiers. Quel est leur avenir à l'époque, à l'ère de la désintermédiation? Nous répondrons à ces questions avec l'aide de FEBRABEL, la Fédération des courtiers en assurance et des intermédiaires financiers de Belgique. Et dans notre première partie, nous accueillerons Patrick Cohert. Patrick Cohert est le CEO de FEBRABEL, ainsi que Benoît Gérard, le partenaire qui dirige le département services financiers d'EY. Nous tenterons avec eux de mieux comprendre le rôle crucial, mais aussi le futur des courtiers en Belgique. Nous débattrons ensuite avec 3 courtiers indépendants et Benoît Gérard qui restera avec nous. Les 3 courtiers nous parleront des valeurs ajoutées qu'ils apportent aux entreprises, le rôle du courtier, sa proactivité également pour aider les entreprises à gérer le risque. Et enfin, le CEO de FEBRABEL, Patrick Cohert, sera notre CEO de la semaine. Alors Patrick Cohert, bonjour. Alors, je viens de le dire, vous êtes le CEO de FEBRABEL, Fédération des courtiers d'assurance. Alors, comment est-ce qu'on peut définir simplement comment l'image du courtier d'assurance au XXIe siècle, c'est quoi? Je pense que l'avantage du courtier, c'est qu'il est proche de ses clients et il leur ressemble. Donc, le courtage n'est pas monolithique. Chaque entreprise, chaque PME, chaque indépendant, chaque citoyen peut rencontrer un client qui lui ressemble, qui le comprend, qui le connaît et en qui il a confiance parce qu'il est proche de lui. Je crois que c'est ça le plus fondamental. C'est pas un stéréotype avec tout le monde dans une case, tout le monde avec un mallette. C'est pas Séraphin Lampion, certainement pas. Et peut-être que certains Séraphin Lampion plaisent à un certain type de clientèle, plus âgée ou plus... donc aujourd'hui, le courtier, il est digitalisé, Tout existe. Tout existe. La digitalisation est un phénomène qui évolue bien. La crise nous a aidés puisque le digital est devenu une évidence. Maintenant, ça a accéléré le système et le digital est devenu une évidence. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'humain, le consommateur. L'assurance est un phénomène. C'est l'être humain. Ça veut dire quoi? C'est que la compagnie d'assurance peut être parfois déshumanisée. Le courtier, lui, c'est l'humain, l'intermédiaire humain avec la compagnie d'assurance. Vous avez tout dit. Ok. Alors Benoît Gérard, bonjour. Je l'ai dit, vous êtes partenaire, mais surtout vous dirigez le département financier d'EY. Vous accompagnez régulièrement des compagnies d'assurance. Comment est-ce que chiffre en main se portent ces courtiers d'assurance? Est-ce qu'ils se portent bien en Belgique? Alors on a souvent annoncé la mort du courtage en Belgique. Mais en fait, généralement, les consultants, d'ailleurs. Oui, pas moi, d'ailleurs. Pas moi. Ça fait 25 ans que je suis dans le secteur, que je travaille dans le secteur, et j'ai toujours contredit ce genre de prédiction. Mais le courtage se porte très bien. En fait, le courtage, aujourd'hui, c'est 40% des primes en assurance vie en Belgique. C'est plus de la moitié des primes d'assurance dommage en particulier. Et c'est encore les 3/4 des primes générées en assurance dommage pour entreprise. Et c'est une part de marché qui n'a pas beaucoup bougé ces dernières années. Elle est très significative. Mais comment est-ce que c'est possible à l'ère de la Sur 10 ans, on a pris 10% quand même. Donc ça croît, je dirais, ça croît. Ça dépend un peu. On est plutôt en croissance. Voilà. Comment est-ce possible, alors qu'on parle de désintermédiation dans les produits, dans les services, comment est-ce possible? On a encore 6000 courtiers en Belgique. Est-ce que c'est pas beaucoup pour un petit pays? Qu'est-ce qui fait qu'en Belgique, on aime son courtier? Alors, il y a plusieurs choses et je pense que Patrick l'a déjà expliqué. Le courtier, il est proche du client, il comprend les besoins du client. Et en fait, le courtage, c'est 6000 entrepreneurs, en fait, fondamentalement. Et dans un monde qui évolue, ces 6000 entrepreneurs, ils essayent des nouvelles choses. Ils s'adaptent à leurs clients dans des modèles qui sont d'ailleurs très diversifiés et très différents. Puis on a un processus un petit peu darwinien où certains réussissent,
D'autres échouent, mais sont repris par des collègues qui appliquent les leçons qu'ils ont apprises et qui ont réussi par ailleurs. Et il y a une force entrepreneuriale absolument énorme en fait dans le courtage qui fait qu'il s'adapte, qu'il évolue, qu'il continue en fonction des besoins du client, des nouvelles technologies, de la réglementation, etc. Et donc, qu'est-ce que le digital a changé alors entre le client, entreprise et la compagnie d'assurance? Mais le digital, c'est un outil, c'est tout. Il faut bien l'utiliser. C'est pas une finalité, le digital. Et je pense que les compagnies d'assurance ont désinvesti dans l'humain. On fait les chiffres d'emploi diminuent, on désinvestit dans l'humain et investit dans le digital parfois jusqu'à l'absurde et à outrance. Et donc, il faut garder le côté humain et il faut quand même continuer à gérer de manière, je dis, humaine. Je crois que c'est important quand un client est touché par un sinistre, il a besoin d'être rassuré. D'avoir un humain au bout du téléphone qu'il connaît, qu'il défend. Depuis longtemps, il y a une très longue durée. Il y a des bureaux, c'est la 5e génération. Il y a vraiment une place du courtier dans le village. On a un courtier dans chaque code postal de Bruxelles et de Wallonie. Donc il y a une diversité aussi qui permet d'avoir cette proximité. Et le digital, c'est très important. On a les outils pour. On ne fait peut-être pas assez la publicité, mais on les a. On a des apps. On a tout ce qu'il faut pour être présent en digital. À la limite, c'est le client qui n'est pas assez digitalisé? Je pense quand même. Plutôt le particulier, les entreprises le deviennent, digitalisent leur relation avec le courtier? Je n'aime pas les règles générales. Je pense qu'il y a des choses qui se font très bien en digital et qui fonctionnent très très bien en digital, et des choses pour lesquelles ça ne va pas. Et donc, il ne faut pas essayer de vouloir mettre tout partout et tout dans des cases. Il faut vraiment s'adapter à la situation, et la force du courtage, c'est vraiment son adaptabilité. Ce caractère entrepreneurial dont Benoît Gérard parlait alors. Tout à fait. Et ce côté, alors j'appelle le côté Boy Scout, je pense que le courtier, il veut trouver une solution. C'est un solutionneur. Il va au feu pour son client. Il veut une solution. Il va aller remuer ciel et terre, tout faire pour trouver une solution. Alors, le secteur n'échappe pas à la réglementation, dû au contrôle aussi, tant au niveau belge qu'au niveau européen. Est-ce que ça ne risque pas, cette augmentation des contrôles européens et belges, fragiliser l'évolution du courtage en Belgique? Je pense qu'il y a eu récemment la directive sur la distribution d'assurance. C'est ça que je vise. Voilà, oui. Tout à fait. Non, la Belgique avait pris une certaine avance à ce niveau-là, puisque ça avait déjà été implémenté très largement, déjà il y a presque une dizaine d'années, en fait. 2013. Et ça a mené à un certain nettoyage dans le secteur qui n'était peut-être pas, je dirais, qui est peut-être un peu nécessaire d'ailleurs à l'époque, et qui fait qu'on a, voilà... Oui, mais malgré ça, le nombre de courtiers a augmenté. Non, le nombre de courtiers a diminué. On est passé il y a une dizaine d'années, 8 000 courtiers aujourd'hui. À 6 000 aujourd'hui. Les parts de marché augmentent. Les parts de marché ont augmenté. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une consolidation à ce moment-là dans le secteur, des regroupements? Il y a une consolidation, il y a des regroupements, et tout ça s'accompagne d'une professionnalisation accrue de la profession. Si ça permet également, justement, pour répondre aux défis du digital et de sa présence, ça permet à ces plus grands courtiers d'avoir une certaine capacité d'investissement pour développer, pour investir dans ces outils, etc., etc. Donc le courtier a dû devenir plus gros pour se professionnaliser? Je ne suis pas fanatique de dire la taille. Si on a moins, mais que le chiffre d'affaires augmente, ils sont devenus plus gros. Ils sont devenus plus gros, mais c'est parce qu'on a éliminé, je m'excuse, mais avant 95, tout le monde faisait de l'assurance. Voilà, on a éliminé tous les amateurs qui étaient en complémentaire, etc. Et donc ça, c'est un nombre important et c'est salutaire. Il n'y a plus de place pour les complémentaires aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus de place. C'est vraiment un métier. Il y a besoin d'outils, il y a besoin de compétences. Et alors, la réglementation, il y a eu IDD et donc la directive sur l'intermédiation, enfin sur la distribution d'assurance. Je rappelle que c'est très important quand même. On a une directive sur la distribution d'assurance. Ça veut dire que tout le monde qui distribue de l'assurance est touché. Et ça y compris les banques sens. Et les entreprises. Tout qui distribue de l'assurance. Le direct, tout le monde est touché par les mêmes réglementations et à les mêmes normes vis-à-vis du consommateur. Donc ça, c'est quand même important. Mais je pense que la réglementation a peut-être ses limites. Et pour le moment, j'ai l'impression, on est un peu en... overbooking, je vais dire, on en fait un peu trop. Gérard, votre avis? Il est certain qu'il y a un équilibre qui est encore à chercher à ce niveau-là entre, d'une part, je veux dire, le poids administratif que ça représente et qui est certain, et dont la valeur ajoutée par rapport à la protection du client n'est peut-être pas tout à fait évidente. Voilà. Je vais vous citer un exemple de la mentalité aussi de nos instances contrôleuses, je vais dire. On préfère, donc la FSMA nous dit qu'on préfère avoir un courtier qui a des super rapports, super nickel, et qui donne peut-être un mauvais conseil, qu'un courtier qui donne un bon conseil, mais qui n'a fait aucun rapport. Et donc, cette course au reporting, je comprends ça, mais dans des PME, c'est quand même parfois très difficile. Et moi, je suis plus sur la qualité du service que le courtier donne que sur le reporting. Alors, très rapidement, dans les courtiers entreprises, comment se structure le marché aujourd'hui? C'est les acteurs de l'éco, on s'adresse aux entreprises. Les courtiers entreprises, comment est-ce qu'ils ont évolué ces 5 dernières années? Qui est-ce qui peut me donner une image? Enfin, d'abord, qu'est-ce qu'un courtier entreprise? Parce que la plupart des courtiers font une partie de leur business, ne serait-ce qu'avec des indépendants, des petits indépendants, des petites PME, etc.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine corrélation entre la taille du courtier et la taille des clients qu'il sert également. Ça, on l'observe au niveau des chiffres. Alors, vous avez les tout grands courtiers internationaux, d'une part, les On, les Marches, etc., les noms que tout le monde connaît, entre guillemets. Puis, vous avez à côté de ça une couche, je dirais, d'une trentaine de courtiers qui ont une véritable couverture nationale ici en Belgique et qui sont fort focalisés également sur les risques entreprises. Une couche dans laquelle il y a beaucoup de consolidation d'ailleurs qui se passe pour l'instant. C'est là que se situent les fusions et acquisitions. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, pas que là, mais il y a eu un processus d'accélération à ce niveau-là. Et puis, vous avez dans le reste des courtiers probablement 2-3 000 courtiers qui ont un portefeuille, à peu près la moitié, qui ont vraiment une activité significative et qui ont une forme d'expertise en fait. Il reste moins de 4 minutes. Un commentaire là-dessus très rapidement, Patrick Cohert. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas chercher de nouveau à mettre des catégories. Peut-être que localement, dans l'endroit où se trouve l'entreprise, ce n'est pas toujours des multinationales. C'est vrai que pour des multinationales, c'est des programmes internationaux, c'est des courtiers internationaux. J'ai aucun problème. Mais dans le tissu économique des PME ou des moyennes entreprises, c'est les courtiers locaux, c'est les relations, c'est le relationnel. L'assurance est un problème de confiance. Et donc, il faut que le chef d'entreprise ait confiance en son courtier, qu'il le connaisse, qu'ils se connaissent. Ils ont peut-être été à l'école ensemble, ils font du sport ensemble. Il y a ce côté relationnel où ils jouent au golf ensemble est très important. Ce que cherche en fait le chef d'entreprise dans son courtier, c'est quelqu'un qui le décharge. Et qui lui donne la paix de l'esprit. À la fois administrativement et du risque. Et du risque, et la paix de l'esprit. En fait, il veut savoir qu'il est bien couvert, qu'il y a quelqu'un qui a confiance, qui a regardé ses risques, et qui sait qu'il est bien couvert, et qu'il ne doit pas s'en occuper, parce que lui, ce qu'il veut, c'est développer son business. Et j'insiste que l'information que le courtier doit donner, je crois que le courtier rend intelligible l'assurance aux personnes en l'adaptant à la situation des chefs d'entreprise. Ok, alors il nous reste 3 minutes et demie. On jette un regard sur l'avenir. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du secteur du courtage en Belgique, tout client confondu? Comment est-ce que vous l'imaginez? Allez, à 5 ans, vous me donnez une image. Quelle pourrait être cette image? Patrick Cohert, rapidement. Je pense qu'il n'y aura pas une révolution, il y aura une évolution. Une continuité, mais ça dépendra aussi de ce qui va se passer autour. Ça dépendra de la manière dont la profession évoluera elle-même. Et ça, c'est le rôle d'une fédération. Et je peux vous dire qu'on y travaille beaucoup. On est là pour soutenir les courtiers, pour les former, pour les informer, pour leur donner les outils, pour leur donner une vision. Ça, c'est notre rôle. Pour les défendre aussi vis-à-vis de la législation, vis-à-vis d'autres éléments. Et ça dépendra de l'évolution. Et donc, je crois qu'on a un rôle à jouer. Le courtage de demain sera ce qu'on en fera. Okay. C'est pas écrit. Benoît Gérard. Moi, je suis assez d'accord avec Patrick. On a le scénario le plus probable. Après, on peut toujours avoir un signe noir, bien sûr, mais le scénario le plus probable est celui d'une évolution où la digitalisation va continuer à avancer. De plus en plus de courtiers vont le faire et ils vont utiliser ces outils avec leurs clients. On va avoir, je pense, le phénomène de concentration va se poursuivre également. Vous n'avez pas l'air d'accord avec ça sur le phénomène de concentration, consolidation? Non, je pense que le métier est devenu très large, donc il y a beaucoup de choses. Mais un courtier qui est spécialisé dans une niche particulière peut très bien fonctionner dans une petite structure. Et rester petit dans cette niche. Et rester petit et proche. La taille est alors parfois un écueil. La consolidation, elle s'opère dans quel type de courtage? Plutôt les gros courtiers professionnels qui se regroupent? Les moyens aussi. Les moyens. On le voit à tous les niveaux. Oui. Il y a une dizaine d'années, vraiment, une consolidation au niveau des plus petites structures qui, effectivement, n'avaient plus les moyens de suivre, ne serait-ce que les aspects de conformité, d'administration. Et voilà, il y a des gens qui ont jeté l'éponge à ce moment-là. Aujourd'hui, la consolidation, elle est vraiment à travers tous les niveaux. Mais ce qui a été vraiment spectaculaire ces dernières années, elle est vraiment très forte proportionnellement au niveau de cette couche, de la couche la plus professionnelle. Pourquoi ? Parce que, finalement, le marché belge du courtage, il est moins concentré que celui des pays voisins. En fait, et dans les pays voisins, on a des plus gros acteurs qui sont là. Du coup, les gens qui observent le marché se disent, tiens, il doit y avoir des opportunités également sur le marché belge à ce niveau-là, d'accélérer la consolidation. On viendrait de l'étranger pour acheter des courtages. Et notamment des gens qui viennent de l'étranger, ou bien même des fonds d'investissement qui commencent à investir dans des courtiers en Belgique également. Bien, alors merci à vous deux. Je vous propose de basculer à présent dans notre débat, après cette courte page de publicité. Benoît Gérard, vous restez avec nous. Patrick Cohert, on vous retrouve pour l'interview CEO. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, je vous propose d'entrer dans cette troisième partie, l'interview CEO. Bonjour Patrick Cohert. Alors, vous êtes toujours le CEO de Feprabel, vous avez participé à la première partie de l'émission. Alors comment allez-vous? Toujours très bien. Parfait. Alors vous avez fait vos candidatures en Polytechnique, vous êtes d'ailleurs chevalier vapeur de l'énorme ordre de la Grande Molette, l'ordre facultaire du Cercle Polytechnique de l'ULB. Les initiés apprécieront, je vois que ça vous fait sourire. Et puis que se passe-t-il? Vous êtes promu à une belle carrière d'ingénieur et vous basculez subitement dans l'assurance. C'est quoi, les clés à molette étaient indigestes?
Oh, je pense que c'est un choix de vie et c'est des opportunités qui sont présentées au cours de vie. Ça veut dire qu'on vous a proposé un job dans les assurances? Non, c'est plus compliqué que ça. J'ai déjà raconté ici, mais en fait, quand j'étais commissaire, j'ai posé la question saugrenue au cercle en disant, est-ce qu'on est bien assuré? Et on m'a regardé comme un extraterrestre et on m'a dit, oh, il y a un dossier là dans l'armoire plein de poussière. J'ai pris ce dossier, j'ai été voir un courtier qui était le courtier en place qui m'a du tout plu. Et puis j'ai trouvé un courtier dynamique et on a mis au point les assurances du cercle. Et un jour, ce courtier très sympa m'a dit, si un jour tu cherches du boulot, viens me voir. Mais ok, moi je voulais faire mes études, je n'étais pas du tout là-dedans, mais je travaillais pour payer mes études. Et je fabriquais des pizzas. Et un jour, je me suis dit, tout compte fait, peut-être mieux de faire des assurances que des pizzas. De la pizza aux assurances. Et donc, il m'a dit, OK, mais alors tu vas en formation 3 mois en cours du soir. Donc, j'ai une formation très poussée en assurance vie. Et puis, il m'a dit, ben voilà, va voir des clients. Et ça m'a bien plu. Quand vous étiez sonné à des portes et vendu de l'assurance vie. Des clients, oui, à peu près. C'était quasi ça, oui, tout à fait ça. Dans le dur, vraiment. Quelque chose qu'on n'apprend pas à l'UNIF en général. Pas du tout. Ça a très, très bien fonctionné. Et puis, son adjoint a fait un infar et il m'a demandé de l'aider. Et puis, voilà. De Carib Ancilla, vous êtes devenu et puis j'ai repris son bureau. Voilà, c'est la vie, je vais dire. Et depuis 80, depuis 1980, j'ai pas de regrets du tout d'ailleurs. Depuis 1980, vous êtes resté entièrement dans le secteur des assurances. Tout à fait. J'ai jamais quitté assurance. J'ai été courtier indépendant pendant 27 ans, avec des fonctions à la fédération déjà assez rapidement. Et en 2007, mes pairs m'ont demandé de m'occuper encore plus de la fédération et d'y devenir temps plein. Et donc à ce moment-là, j'ai fait le choix de changer un peu de métier. Je reste viscéralement courtier, mais je dirais j'ai une autre on va y venir. Donc vous êtes courtier indépendant, puis agent bancaire SNCI, et en 1998, vous venez en parler, vous basculez profondément et durablement dans la représentation et la défense de la profession. Oui. Alors, en Belgique, on bascule en général plus tard. Vous êtes jeune. En général, souvent dans les fédérations, on a des gens plus âgés, en fin de carrière. C'est quoi? C'était une autre vocation? C'était quoi cette volonté de dire je veux défendre ma profession? C'est noble, hein, mais... Je crois que c'est peut-être une vocation. Vous en aviez assez de faire les assurances? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut surtout pas... je pense que maintenant, je suis toujours très proche du métier, je suis très à l'affût des nouvelles législations, je suis à l'affût des nouvelles technologies, je parle beaucoup avec mes confrères qui sont sur le terrain, je veux connaître le terrain. Vous aviez quoi envie de cette vue d'ensemble? Dans une bulle, quoi. Je veux rester proche du terrain pour défendre réellement les membres. Permanence syndicale, mais profondément ancrée dans l'évolution du métier. C'est un clin d'œil, bien évidemment. Hein. Alors, depuis lors, vous cumulez les fonctions et les mandats pour représenter les courtiers. J'en ai compté 11. Les courtiers en assurance ont vraiment besoin d'être défendus aujourd'hui, plus que jamais? J'aime pas le mot défendu, c'est pas une espèce en Représenté? Représenté plutôt. Pourquoi? Et guidé. Pourquoi plus qu'avant? Pas plus qu'avant. Mais vous savez, quand j'ai pris mes fonctions à la fédération, on était encore au fin du colonialisme, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance avaient des courtiers qui étaient considérés, je dirais, comme... Des agents de transmission? Oui, un peu comme ça, qui étaient bénis oui, avec le doigt sur la côté du pantalon. Pas du côté du client, pas assez du côté du client? Peut-être assez du côté du client, mais pas assez autonome. J'ai voulu que les nouvelles législations, on les maîtrise. J'ai voulu, en prenant mes fonctions à la fédération, qu'on aille au niveau de l'Europe. Je suis tous les travaux du BIPAR. Et l'Europe, c'est... attention. Hein, le BIPAR, c'est la fédération européenne. Oui, mais... De tous les courtiers intermédiaires financiers. Pour nos téléspectateurs. Et donc, tout se passe au niveau de l'Europe. Donc, c'est un travail considérable de suivre cette législation, de l'anticiper et de coller à la réalité. On a parlé tout un temps de la directive sur la distribution. Au départ, c'était une directive sur l'intermédiation. Et ça n'a pas de sens, parce qu'un client qui souscrit un contrat d'assurance avec un intermédiaire, qu'il soit agent ou courtier, est mieux protégé que quand il souscrit en direct. Et donc, on est en train de faire une législation qui protège mieux ceux qui sont déjà protégés. Et donc, on a voulu, et j'ai interpellé le commissaire européen, qui était Michel Barnier à l'époque, avec cette démonstration, en disant « Pourquoi vous faites une législation alors qu'il faut protéger tous les gens qui utilisent l'assurance, surtout ceux qui sont en direct ?» Et on a basculé au niveau européen. Donc ça, c'est des choses, c'est gai de faire ça, d'arriver à faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qui vous a étonné entre la situation des courtiers belges et la situation des courtiers des autres États membres, des autres pays européens? Est-ce qu'ils ressemblent à nos courtiers ou il y a des fortes différences qui sont peut-être inspirantes, hein? Non, il y a des fortes différences, mais c'est parce qu'en Belgique, et c'est historique, c'est l'action qu'on a menée et qu'on a continuée, mais c'est historique, on a mis en place des structures qui n'existent nulle part ailleurs en Europe. C'est-à-dire
la première chose, c'est le télébip. On a une normalisation du secteur de l'assurance. Toutes les données sont normées. Ça veut dire que quand vous encodez un contrat chez AXA, chez Allianz, chez Athora, il se fait de la même manière. Donc on peut se parler déjà. Cette norme, ça s'appelle le télébip, c'est une norme ouverte et gratuite à disposition. C'est phénoménal. On a créé, à un moment donné, ça s'appelait Assurnet, donc ça s'appelle Portima maintenant. C'est un outil qui permet de faire l'échange de données entre courtiers et compagnies de manière structurée et normalisée. Et on a continué avec un logiciel de gestion qui permet aux courtiers d'avoir un outil. On est les seuls à avoir ça. On a une structure aussi qui permet de faire le marketing, qui met ensemble les compagnies d'assurance qui travaillent avec le courtage et les courtiers qui payent des cotisations pour avoir une image. Le petit logo que vous voyez, c'est un logo qu'on a ensemble. C'est unique en Europe tout ça. On a mis en place des structures pour faire du back-office de courtiers au niveau général, pour des courtiers qui peuvent faire du retail. Il y a peu de pays en Europe où les courtiers font encore du risque de masse. À vous entendre, on a un peu l'impression que dans le rapport de force, dans le triangle entre le client, le courtier et la compagnie d'assurance, l'équilibre a plus... C'est pas un triangle. C'est pas un triangle ? C'est pas un triangle. C'est une ligne. Le courtier, il est au milieu. Il est entre les deux. C'est pas un triangle. La relation courtier-compagnie, c'est linéaire. C'est comme ça que ça doit se faire. Et donc en Belgique, est-ce qu'on peut dire en Belgique qu'on protège mieux le courtier et mieux le client que dans d'autres pays européens ? Ah, on protège mieux le client, parce que le courtier n'est là que pour ça. Il protège le client. Le client, c'est son gagne-pain. Ils l'ont dit tout à l'heure, c'est des entrepreneurs entre eux, qui vivent entre eux. Donc, il y a la relation, il y a le fonctionnel. C'est un travail à long terme. Donc, c'est pas faire le coup du mois ou la police du mois ou ceci. Non, c'est avoir une relation de confiance avec son client à long terme. Alors, dans le rapport de force, quelles sont vos relations avec les compagnies d'assurance ? Est-ce que c'est un pouvoir de négociation qui s'organise ? Comment ça fonctionne ? C'est un pouvoir de négociation qui s'organise, mais c'est la négociation commerciale. C'est chaque courtier individuellement qui l'a fait. C'est pas le rôle de la fédération. Le rôle de la fédération, c'est d'organiser la transmission d'informations encadrées. À ce que ça soit éthique, équilibré, que tous les courtiers soient traités à conditions égales de la même manière. Je pense que ça, c'est très important. Et à ce que les process fonctionnent bien et que tout le monde respecte les normes et les process et soit fluide. Ça, c'est notre rôle. Parmi vos mandats, vous avez également le mandat de président de l'Ombudsman des assurances. Quel rôle doit jouer cet organe si ça se passe tellement bien entre les compagnies d'assurance, les courtiers et les clients ? Et plutôt orienté entreprise, c'est les acteurs de l'éco. Donc, est-ce que vous avez des entreprises qui vont devant l'Ombudsman des assurances ? Oui, bien sûr. Mais c'est fréquent, c'est rare, écoutez, je pense qu'il y a 6 000 demandes par an sur, je ne sais pas combien de millions de transactions. Combien d'entreprises ? Je ne sais pas vous dire, vraiment, voir dans le rapport, mais ça doit être dans les 10%. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare parce que l'entreprise est mieux préparé à se défendre dans ce genre de situation. On voit à l'Ombudsman des demandes parfois dérisoires du style « j'ai pas reçu ma carte verte, qu'est-ce que je dois faire ?» Une entreprise va jamais faire ça. Donc, je veux dire, l'Ombudsman est plus là. Mais il est là pour défendre toute personne qui a un problème avec un contrat d'assurance. Ça, je crois que c'est fondamental. Et je répète, je ne suis pas du tout ombudsman. Je suis président de la SBL, donc je veille à ce que l'ombudsman, qui est totalement indépendant, ait les moyens de faire son travail. Alors, vous êtes également membre de l'UCM. Vous avez un mandat à l'UCM. Alors, on le rappelle, vous êtes professionnel, FEPRABEL, les courtiers. UCM, c'est interprofessionnel. Quel regard portez-vous sur les PME en 2020 avec le Covid ? Indépendant, PME, très rapidement, il nous reste une bonne minute. Je pense qu'il faut vraiment s'en préoccuper. Je pense que la crise va avoir un effet retard. Je peux dire sincèrement que l'UCM a fait un travail considérable. Moi, je participe souvent en réunion avec Pierre-Frédéric, etc. Je pense qu'il y a un travail considérable au niveau information, etc., pour défendre les PME et les indépendants. Je crois qu'on n'est pas suffisamment conscient. L'État n'a pas accordé assez d'intérêt pour les petits indépendants, les petites entreprises ? Oui et non, ça dépend des cas. C'est difficile à dire. Il y a des choses qui ont été très bien faites, des choses moins bien faites, et on sent qu'il y a quand même des tendances différentes dans le gouvernement. Donc ça dépend par où on va. Il y a eu des choses un peu stupides, je vais dire, qui ont été faites, comme cet encodage, tous ces problèmes de télétravail, je trouve, qui sont un peu harcèlement textuel. Voilà, et on voit que la manie du contrôle, ça c'est quand même impensable. Et demander à des PME, une multinationale qui encode sur 1000 travailleurs, qui en a 80, qui ne télétravaillent pas, ça va. Mais quelqu'un qui a une PME avec 2 personnes, c'est pas réaliste. Stupide, oui. Alors, derrière FEPRABEL, il y a aussi l'homme. Vos hobbies, c'est quoi ? Vous faites toujours des pizzas ?
Non, je cuisine, oui, je cuisine. C'est quoi les hobbies de Patrick Coert? Je vous dis, quand je rentre le soir, je me mets dans ma cuisine, j'allume la TV, je regarde L24 et je cuisine. Allez, c'est un moment de détente. Dernière question, qu'est-ce que vous avez prévu à manger ce soir alors? Ce soir, ce sera des haricots lardons. Voilà. Des haricots lardons, voilà. Parfait. Merci Patrick Coert. Alors nous arrivons donc à la fin de cette 18e émission des Acteurs de l'Écho, émission hebdomadaire sur LN24. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un 19e numéro des Acteurs de l'Écho. Je vous souhaite une excellente semaine.